là en bleu justifie une mutation du gène. Donc, lorsque, par exemple, l'enfant n'est pas prédisposé, nous avons là une mutation, c'est-à-dire que les cellules de l'organisme ne sont pas mutées avant même, c'est-à-dire que les parents n'ont pas la cellule mutée. Donc, c'est au niveau de, parce que là, il y a deux cas. Soit c'est lorsque, au cours de la grossesse, il y a une mutation, ou c'est quand même, c'est pas les parents qui vont transmettre la mutation à l'enfant, c'est l'enfant qui va présenter cette mutation. Donc, sur le deuxième schéma, dans ce cas, il y a une prédisposition. Dans le cadre où il y a une prédisposition, c'est-à-dire mutation toutes les cellules de l'organisme, et en deux, une nouvelle mutation a lieu au niveau de la cellule, au niveau du chromosome, c'est-à-dire de la cellule rétinienne. Donc, les deux mutations vont présenter le plus souvent un rétinoblastome bilatéral chez l'enfant. Diapo. Dans le chapitre signes, nous avons le rétinoblastome unilatéral peut évoluer, j'allais dire. Donc, ici, pour commencer, nous avons la présentation clinique et la présentation paraclinique. Dans la présentation clinique, nous avons une tache blanche dans l'œil qu'on appelle leucocorie, qui est un reflet blanc à travers la pupille correspondant au reflet de la lumière sur la tumeur intraoculaire déjà volumineuse. Elle est présente au diagnostic dans 60% des cas. Elle peut être permanente ou transitoire, visible alors uniquement dans certaines incidences aux conditions lumineuses. Ça peut être un flash d'appareil photo. Ça peut être aussi un strabisme, c'est-à-dire un œil plus louche, en permanence qui est rencontré plus précocement, généralement lié à une fixation de l'œil atteint. Donc, un œil qui brille à la lumière de la nuit, qui va se traduire par un reflet blanchâtre dans la pupille de l'enfant quand il est exposé à la lumière, ou sur une photo prise avec un flash, alors que normalement, une tache doit apparaître dans l'œil. Diapo. Diapo. Ici, en image, nous avons deux images, une image A et une image B. La première image montre un strabisme, c'est-à-dire principalement la majorité des documents ou même les recherches que nous avons faites, nous avons trouvé principalement deux signes qui peuvent faire penser à un rétinoblastome. Et maintenant, ces deux signes, le premier signe, c'est la leucocorie que nous avons à l'image B. Ici, c'est une image photographique. Si vous voyez très bien, là, nous avons une leucocorie au niveau de l'œil droit et à l'œil gauche, nous avons une tache rouge. Directement sur une photographie, s'il s'avère quand même qu'il y a une lumière qui doit apparaître, c'est la tache rouge qui doit apparaître chez un enfant. Donc, voir une tache blanche au niveau de l'œil d'un enfant sur une photographie doit faire penser à une leucocorie et doit faire évoquer un rétinoblastome dans les hypothèses diagnostiques. Là, nous avons un strabisme. Diapo. Donc, comme je l'ai dit tantôt, principalement dans la majorité des documents, on parle des deux signes, à savoir la leucocorie et puis le strabisme, mais le manuel du diagnostic, le manuel de prise en charge, c'est-à-dire du diagnostic qui a été mis à disposition dans le cadre général, c'est-à-dire que les sages-femmes ou les médecins généralistes peuvent utiliser. Donc, pour ne pas passer à côté d'un rétinoblastome, eux, ils sont allés un peu plus loin. Ils ont parlé d'une hétérochromie, c'est-à-dire un changement soudain de la couleur de l'iris. Ils ont parlé d'une inflammation de l'œil qui peut persistante malgré un traitement adéquat. Donc, ils ont ajouté ces deux signes. Donc, il faut savoir, dans 20% des cas, des symptômes atypiques sont présents, tels qu'un tableau inflammatoire avec une douleur, une rougeur, un œdème palpébral, un chémosis, une conjonctivite ou un glaucome, voire une cellulite orbitaire. Donc, il ne faut pas s'attendre à chaque fois simplement à un strabisme ou à une leucocorie pour parler de rétinoblastome ou pour penser à un rétinoblastome. Donc, dans la paraclinique, pour une confirmation diagnostique, nous avons le fond d'œil. Au niveau du fond d'œil,
va se présenter des calcifications intratumorales qui peuvent être visualisées alors qu'un essaimage tumoral sous-rétinien ou dans le vitré est caractéristique du rétinoblastome. Il peut y avoir également un décollement de la rétine exsudatif qui peut être associé. On définit les formes endophytiques, c'est-à-dire une extension vers le vitré, exophytique, un envahissement sous-rétinien et décollement de rétine, ou ça peut être les deux associés qu'on appelle mixtes. Toujours au niveau du fond d'œil, il faut savoir que le fond d'œil est fait sous anesthésie générale après dilatation maximum. On retrouve une ou plusieurs masses intrarétiniennes blanchâtres lisses de taille variable, parfois multilobées et localisées au pôle postérieur ou en périphérie. La vascularisation rétinienne des lésions peut être tortueuse ou dilatée, plongeant vers la profondeur de la tumeur, mais sans téléngiectasie en surface. Diapo. À l'échographie, lorsque nous faisons une échographie en mode B, cela confirmera la présence de masse rétinienne, la présence dans les lésions les plus volumineuses des zones hyperéchogènes caractéristiques de calcification intralésionnelle, qui va là signer le diagnostic d'un rétinoblastome. Donc, la tomographie par cohérence optique permettra de mieux visualiser les lésions de petite taille localisées dans les couches internes de la rétine. À l'IRM sous sédation, bien entendu, sera une aide au diagnostic dans les cas difficiles et permettra d'exclure une extension extraoculaire du rétinoblastome, un envahissement du nerf optique ou une atteinte de la glande pinéale. Le scanner, il est pratiquement, on le fait dans les différents services, mais dans la recherche que nous avons faite, nous avons vu qu'il est déconseillé chez ces enfants potentiellement porteurs d'une mutation du gène RB1. Parce que, bien entendu, qu'il peut montrer des calcifications, mais vu qu'il y a d'autres domaines d'imagerie qui peuvent montrer ces calcifications, on demande de les faire et d'éviter le scanner. Pourquoi éviter le scanner? Parce qu'il précise bien entendu l'envahissement du nerf optique ainsi qu'une éventuelle extension cérébrale. C'est parce que le scanner en question, il utilise des rayons X. Donc, déjà sur une cellule tumorale où il y a une mutation, donc vouloir encore envoyer des rayons X peut disséminer les cellules tumorales. Au niveau anatomopathologique, sur la pièce d'exérèse, on peut avoir une tumeur blanche jaunâtre friable, tailleuse, parsemée de foyers de calcification et vascularisée en surface. Sur le plan microscopique, des cellules de petite taille ronde ou polygonale, en amas dense, en noyau volumineux hyperchromique très basophile et à cytoplasme réduit, avec des limites cellulaires imprécises et de nombreuses mitoses. Diapo. Toujours dans le chapitre signes, nous avons les formes, d'autres formes cliniques, à savoir les formes bilatérales. Dans la forme bilatérale, nous allons avoir une atteinte des deux yeux au lieu d'un seul œil. Ici, en image, nous avons une leucoporie bilatérale chez un enfant. Diapo. Toujours dans les formes cliniques, on peut avoir des formes graves à un stade très avancé. Ils peuvent se traduire donc par des signes d'extension en dehors du globe oculaire, c'est-à-dire une ophtalmie, augmentation douloureuse du volume de l'œil, un œil sorti hors de l'orbite, une exophtalmie, des métastases au niveau des ganglions avec atteinte du nerf optique, du cerveau et d'autres organes. Donc, le rétinoblastome infiltrat diffus aussi est une autre forme clinique qui infiltre la rétine sans réaliser de masse individualisée. Ici, sur cette image, nous avons